Salut camarades! Aujourd'hui, histoire de vous parler correctement de la chute de Constantinople en 1453, je vous propose en parallèle deux vidéos sur ce qui a précédé. C'est bien connu, je suis Monsieur Contextualisation. Donc une sur l'essor ottoman et une sur l'agonie byzantine. Pourquoi agonie? Parce que les mecs, ça fait 2 siècles qu'ils dépérissent et qu'ils font quasi la Manche sur le Bosphore. La Manche, le Bosphore... Disons qu'ils mendient sur le Bosphore, ce sera un petit peu moins confusant. Et ça, pour les anciens caïds du bassin méditerranéen, ça pique. Mais comment en sont-ils arrivés là? L'Empire romain d'Orient survit à l'autre moitié depuis 1000 piges, et on l'appelle aussi Empire byzantin ou grec. Mais attention, ils kiffent pas. Pour eux, ils sont romains. À l'époque, tu disais que t'avais un message pour l'empereur des Grecs, c'était coup de pied au cul et basta. Même s'ils parlent grec. Les mecs se considèrent comme le centre du monde chrétien, et ils considèrent que tout l'Occident n'est qu'un ramassis de gentils bouseux qui devront un jour ou l'autre remettre leur possession illégitime à leur empereur, seul véritable chef du monde chrétien, vicaire de Dieu sur terre, premier parmi les princes. En gros, quand on parle à un byzantin, selon eux, faudrait faire ça. Nous sommes des larves, de pauvres larves. Depuis le 7e siècle et même avant, des peuplades de toutes sortes les grignotent d'un peu partout, et ils galèrent à répondre parce qu'ils se ruinent et passent leur temps à se putcher. Bon, il y a bien la dynastie des Comnènes qui va redonner un peu de prestige au bordel, mais c'est pas suffisant. Et les croisés, qui sont pour eux une peuplade grignotante comme une autre, vont aggraver les choses. Croisés et byzantins, et même latins et byzantins en général, se détestent et se méprisent tellement qu'ils sont en partie responsables de la chute l'un de l'autre en ne s'associant pas pour leur survie, voire même souvent en se foutant directement sur la gueule. Et c'est ce qui a conduit à la première prise de Constantinople en 1204 par les croisés. Ces derniers, endettés auprès des Vénitiens pour la traversée vers la Terre Sainte, ont dû éponger leurs dettes en les aidant à prendre la ville pour un prétendant grec au trône, après un siège miteux et pas du tout épique. Bon, le prétendant en question, ils l'ont viré pour mettre un franc à la place, histoire de favoriser leur business. Résultat, immense bordel! Partage de l'Empire avec plus du quart pour les Vénitiens et une bonne partie pour les Francs qui fondent des principautés, comme l'Empire latin de Constantinople, le royaume de Thessalonique, etc. Différents prétendants grecs au trône font pareil à Nicée, en Épire, etc. Les Bulgares, les Serbes, les Turcs s'en mêlent, et tout ce merdier se fout sur la gueule. Et c'est vraiment chaque seigneur pour sa gueule. Un pour tous, chacun pour soi. À partir de là commence ce que j'appelle l'agonie byzantine. Quand Michel VIII, fondateur de l'ultime dynastie des Paléologues, récupère Constantinople aux Francs en 1261, c'est pas la joie. La ville, autrefois fleuron magnifique de l'Occident et de l'Orient, unique témoin restant de la splendeur de Rome, plus grande ville du monde attirant les convoitises des empereurs germaniques comme des califes, a bien douillé avec les Francs. Ils ont cramé une bonne partie de la ville, raflé tout ce qui était relique et œuvre d'art, ont fait fuir une bonne partie de la population, n'ont rien réparé ou entretenu, laissant des quartiers entiers à l'abandon, et leur empereur ruiné a carrément revendu la toiture du palais impérial. Qui plus est, les rentrées d'argent sont maigres, la monnaie byzantine, valeur sûre jusqu'au XIe siècle, ne cesse de dévaluer, et entretenir une ville démesurément grande dans un pays démesurément petit, c'est ruineux. Car oui, c'est devenu petit. L'influence de l'empereur dépasse péniblement les murs de la capitale jusqu'en Grèce, jusqu'à ce qu'elle dépasse plus du tout les murs de la capitale. Le retour d'un empereur byzantin dans l'arène des villes ne suffit pas du tout à ramener la stabilité et l'unité de l'Empire après l'éclatement causé par les Francs. Pire, les Byzantins sont désormais mortellement divisés et vont se taper moult guerres civiles. L'empereur n'est plus qu'un prince parmi d'autres, qu'il soit latin, byzantin, bulgare, serbe, turc, etc. Et il est moins puissant que, tous, globalement. Il est loin l'empereur quasi demi-dieu du début. Le héros est un zéro, le héros est un zéro. Pour pas disparaître, les empereurs font appel à des appuis étrangers, simples mercenaires qui finissent souvent par se tailler leur propre coin de paradis parce qu'ils sont pas assez payés, comme la compagnie catalane ou les Turcs, parfois des alliés improbables, genre les Mongols, ou pire encore, ils demandent l'appui de puissances maritimes comme Venise ou Gênes en échange de concessions territoriales ou commerciales. On leur refile des îles entières, et en 1267, les Génois vont même carrément récupérer Péra, l'actuel quartier de Galata, ce qui achève de ruiner Constantinople, puisque tout le commerce se tourne désormais vers Péra, où les avantages commerciaux attirent tous les marchands. Mais rassurez-vous,
Les Byzantins vont tenter de la récupérer par la force en 1348, mais ils vont se planter comme des merdes. Ça en devient pathétique. On atteint un point où les bijoux de la couronne sont engagés auprès des Vénitiens contre de la thune et remplacés par de la verroterie. Quant à la ville, elle est bourrée de ruines, tellement qu'on trouve des bouts de campagne entre les différents quartiers restants, comme si la ville était une poignée de petits bleds entourés d'un mur commun. Et la population, elle est passée d'1 million au XIIe siècle à 400 000 en 1204, puis 100 000 à la fin du XIVe siècle, et enfin 50 000 en 1425, voire à peu près 40 000 en 1453. Notamment grâce à la peste, tout ça. Voilà. Grosse ambiance à Byzance. Le problème, c'est que les Ottomans, eux, prospèrent, à tel point que les empereurs byzantins leur donnent leurs filles en mariage dès 1346 pour conclure de vagues alliances. Ça vous choque pas ? Je rappelle que jusqu'au XIIe siècle, les Byzantins refusaient de se marier aux princes et princesses d'Europe parce qu'ils les jugeaient de pas assez haut lignage. Là, les Ottomans de 1346, ce sont des nouveaux riches qui, 2 générations avant, élevaient des chèvres. Voilà, maintenant vous trouvez ça triste ? Dites-vous bien que c'est que le début. À partir de 1373, les empereurs byzantins deviennent les vassaux des sultans ottomans. Paye ta majesté impériale, baise ma babouche. Les Ottomans font aussi flipper l'Europe, et tandis qu'en 1394, le sultan Bayezid, le Bajazet des Baptous, assiège Constantinople, le roi de Hongrie lance une croisade contre lui avec des renforts bourguignons et savoyards. Bon, Bayezid les fume sans grand souci à Nicopolis en 1396. C'est bien mignon tout ça, mais c'est contre les Turcs, pas pour les Byzantins. Grosse nuance. Les Latins s'en tapent des Byzantins. S'ils les laissent pas crever face aux Turcs, c'est dans l'espoir de les envahir eux-mêmes. Les seuls qui vont à peu près les aider à ce moment-là, c'est Venise et Gênes. Et encore, quand ils peuvent en tirer quelque chose. C'est la compète entre eux pour la mainmise sur le commerce oriental. Et au milieu des deux, c'est Byzance qui morfle. Bon, en 1399, la France envoya bien à Constantinople 1200 gonzes, avec à leur tête Boucicaut, sorte de Rambo de l'époque ayant survécu à Nicopolis, dont je ferai sûrement une vidéo. C'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. Alors ok, les Latins ont d'autres chats à fouetter, genre la guerre de 100 ans, mais surtout, ils détestent les Byzantins. Et c'est réciproque. Donc les empereurs peuvent bien faire des allers-retours en Europe, des ronds de jambes, ravaler leur fierté et tout le tintouin, ce qui ne s'est jamais vu avant, et tant qu'il y aura cette haine mutuelle, il n'y aura pas moyen d'obtenir de l'aide. Et pourtant, ils demandent gentiment, hein. Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Donc, ils cogitent. L'un des nombreux motifs de la haine mutuelle entre latins et byzantins, outre le mépris, l'incompréhension et la 4e croisade, est religieux, le schisme de 1054 entre l'église de Rome et l'église orthodoxe. Pour un mot dans une prière en plus, le filioque. Mais, depuis les croisades et notamment la 4e, ce schisme est devenu un énorme enjeu politique. La ferveur orthodoxe est devenue synonyme de nationalisme byzantin. Donc c'est super tendu, et c'est à qui pliera en premier. Les Byzantins, pour qui le pape n'est qu'un des 5 patriarches qui ne respectent pas les canons ancestraux de l'Église, ou les Latins, pour qui la chrétienté doit être réunie sous la tutelle incontestée du pape, qui tout seul décide du credo. Les empereurs se disent donc que la solution pour calmer le jeu serait de se rapprocher du pape. Peut-être que s'ils mettaient de l'eau dans leur vin, les Latins réagiraient pour les sauver. Alors, les empereurs, vu que ça urge, sont chauds, l'église de Rome aussi impatiente à l'idée de diriger toute la chrétienté, le clergé byzantin qui a le peuple avec lui, pas du tout. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Déjà parce que l'église de Rome se sait en position de force et compte bien en abuser, ce qui fait pas très easy aux fiers byzantins. En même temps, faut être con pour imaginer que plusieurs siècles de haine mutuelle vont disparaître d'un coup de mitre magique. Ensuite, les Byzantins étant profondément attachés à leur religion, qu'ils estiment être la seule vraiment chrétienne, puisque respectant les canons des conciles fondateurs, ils se voient pas cramer éternellement en enfer pour avoir renié le vrai christianisme de leur vivant, juste pour sauver leur pauvre empire terrestre. Certains pèsent aussi le pour et le contre et se rendent bien compte que le jeu n'en vaut sûrement pas la chandelle. Quelle certitude qu'on les aidera s'ils se soumettent, et dans quelle proportion? C'est vrai qu'on peut douter, les latins sont occupés, peu fiables, et l'esprit de croisade comme on l'avait au XIe siècle, avec l'idée de secours des frères chrétiens d'Orient même s'ils sont dans l'erreur, a disparu au profit d'une vraie haine, d'intérêt direct dans l'affaire, et de la priorité de l'État sur l'entraide religieuse. Donc bon, Tintin pour les renforts, l'empereur. Il n'aura rien, mais rien, il n'aura rien, comme ça. Quant au clergé lui-même, il a un argument de bon sens. Tous les orthodoxes dépendent du patriarcat de Constantinople, mais pas de l'Empire.
On en trouve en Anatolie, au Moyen-Orient, en Russie, etc. Donc, si le patriarcat de Constantinople se soumet pour juste sauver l'Empire, il risque de perdre les 3/4 de ses évêques qui n'ont aucune raison d'en faire autant. En 1437, sur les 67 sièges métropolitains dépendants du patriarcat de Constantinople, seuls 8 sont sur les terres de l'Empire. Le calcul est vite fait. Ils avancent même une théorie. Puisque la majorité des Grecs vit déjà sous le joug turc, autant prendre le risque de voir l'Empire submergé, car le ciment qu'est l'Église orthodoxe pourrait par la suite maintenir la cohésion et ressusciter Byzance, en soulevant tous les orthodoxes d'un coup. De même, si certains empereurs, comme par exemple Jean V, avaient agi en chef suprême orthodoxe, par exemple en participant aux batailles de Ramaritsa ou de Kosovo-Polje face aux Turcs avec les princes orthodoxes des Balkans, ça aurait pu recréer une unité de l'orthodoxie et potentiellement changer la donne. Tandis que là, s'ils s'unissent à Rome, ce qui divisera forcément les orthodoxes, et qu'ils se prennent une peignée quand même, ce qui est hautement probable, Tintin. Donc le patriarche s'obstine. Non! Quelques empereurs insistent. Déjà, il y a ceux qui se convertissent personnellement pour motiver les autres et se faire bien voir du pape. Fiasco total. Ensuite, il y a ceux qui cherchent activement l'union, comme par exemple Michel VIII, qui en 1274, de peur de se faire fumer par les latins, obtient du concile de Lyon une union plus ou moins fantoche des deux églises, qui va totalement diviser le monde byzantin encore plus, refiasco. Et en 1438, rebelote, l'empereur Jean VIII force quelques ecclésiastiques grecs à se bouger le derche jusqu'à Florence où a lieu un concile, et où est proclamée l'union, malgré eux. Oui, l'empereur leur a plus ou moins dit de la boucler. C'est peut-être enfin la fin des emmerdes. Mais à leur retour, personne n'applique l'union. Refiasco. Bon, le pape, qui est quand même gentil, envoie quand même une croisade, mais elle se fait poutrer par les Turcs en 1444. Et après, il n'envoie plus rien, puisque malgré les efforts des empereurs, les Byzantins campent sur leur position. C'est dans ce contexte tout pourri que monte sur le trône le dernier empereur byzantin, Constantin XI, le 6 janvier 1449, à 45 ans. Frère de l'empereur précédent Jean VIII, il est de la fratrie le plus compétent, le plus diplomate, le plus intègre, le meilleur guerrier, le plus fin stratège et le plus apprécié du peuple. Mais bon, il a beau avoir un potentiel de malade, ça ne suffira pas, ça, on le verra. Désolé Constantin. Au moins t'auras une fin badass. J'aurais pu vous parler beaucoup plus longuement de tout ça. Ça me ressemble pas tellement de résumer 2 siècles en 10 minutes. Mais c'était plus pour vous montrer les raisons du déclin byzantin que son déroulé précis, qui de toute façon est tellement déprimant que ça en devient gênant de détailler. Mais pour finir sur une note plus légère, l'un des seuls points positifs de ces 2 siècles d'agonie, c'est un essor intellectuel si brillant artistiquement, philosophiquement, théologiquement, scientifiquement, qu'ils ont formé beaucoup des grands intellectuels européens de l'époque, et que leurs maîtres étaient payés très très cher pour aller enseigner en Italie, en France, etc. Et oui, derrière la Renaissance, il y a aussi eu beaucoup d'intellectuels byzantins. Et la chute de Constantinople a un petit peu accéléré le transfert, je vous le cache pas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle n'a pas été facile du tout à tourner, matos d'effectuer un jour, et puis ensuite, travaux. Comme d'habitude, je vous invite à venir discuter, et dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, me faire part de vos remarques, de vos conseils, de vos envies, etc. Un immense merci aux tipeurs, vous êtes toujours les meilleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, un grand merci à vous. Si vous en avez les moyens et que vous en avez envie, vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee. Que vous dire de plus? Eh bien oui, alors n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui apparemment, comme ça vous serez prévenu de mes prochaines vidéos. Bon, je publie pas souvent, mais comme ça vous serez au courant. Il paraît que c'est comme ça que ça marche, donc voilà, faites-le, cliquez sur la cloche. Bonne fin de journée, et puis à bientôt.